Diffusion est en cours, voilà, c'est ça. Merci Virginie, nous pouvons donc commencer. Je cède la parole au professeur Christophe Gibou, directeur du pôle HTI, Humanité, Territoire Intégré. Donc bonjour à toutes et à tous. Pardon, je vais me rapprocher un peu du micro. Donc bonjour à toutes et à tous. Nous avons donc commencé cette ultime table ronde du colloque. Nous allons commencer cette ultime table ronde du colloque. Je voulais déjà remercier les organisateurs pour ces 3 journées denses de colloques, de manifestations et toutes les choses passionnantes que nous avons pu avoir le plaisir et l'honneur d'entendre et de partager pour les discussions qui ont eu lieu à la fois pendant les présentations, mais aussi dans les moments entre voilà. Donc, cette dernière table ronde interroge le détroit du Pas-de-Calais comme pivot européen. Nous aurons 3 intervenants, 3 discutants. Le premier donc est l'amiral Thierry Dussart, qui est administrateur général des affaires maritimes et adjoint au préfet maritime Manche-Mer du Nord, que je laisserai se présenter après un peu plus en détail quant à ses missions et quant à la lecture qu'il a. Ensuite, le professeur Vincent Herbert, qui est géographe ici à l'Université du Littoral. Et puis enfin Robin Tillard, qui est doctorant en géographie à l'Université de Rouen-Normandie maintenant, et laboratoire ID. Quelques mots introductifs. Je dirais qu'après avoir un peu navigué un peu partout dans le monde, après avoir sillonné les mers et les détroits des océans et des mers du globe, du Pacifique à l'océan Indien, de la mer Noire à la mer Rouge, des Antilles à la mer des Caraïbes, pardon, à la mer du Nord. Nous revenons dans une terre qui est beaucoup plus proche d'ici, où nous sommes, de Boulogne-sur-Mer, beaucoup plus proche de notre établissement Université du Littoral Côte d'Opale, puisque nous revenons dans le détroit du Pas-de-Calais. Donc je disais 3 intervenants. En propos introductif, quelques questions dont nous allons pouvoir parler, et puis après je céderai pour un premier tour de table la parole successivement aux 3 intervenants, et puis après on engagera la discussion. La question aujourd'hui, c'est finalement la question des enjeux pour le détroit du Pas-de-Calais, également des échelles et des échéances à court, moyen et long terme, des échelles de discussion pour réfléchir sur le Pas-de-Calais. Est-ce que le Pas-de-Calais, c'est quelques dizaines de kilomètres finalement, ou est-ce qu'il faut en raisonner Manche-Mer du Nord? Est-ce qu'il faut raisonner en termes de région uniquement région Hauts-de-France? Est-ce qu'il faut intégrer la Normandie, voire la Bretagne du côté français, éventuellement la Flandre belge, et puis de l'autre côté, quelle région interroger? Dans les questions évidemment d'actualité, la question de la crise migratoire qui vient dramatiquement frapper à nos portes, la question du Brexit. Est-ce que le détroit avec le Brexit est une frontière qui clôt? Est-ce que c'est un pont qui relie? Est-ce que c'est une porte à ouverture variable? C'est quelque chose qui, à mon avis, peut être posé. La question des usages aussi et des usagers de ce détroit. Et il y a une multitude d'usagers, à la fois en mer, mais aussi
sur le rivage, dont il conviendra aussi, qu'il conviendra de ne pas négliger, la question de la concurrence aussi entre ces usages et de la nécessaire coopération entre ces usagers. J'ai bien dit nécessaire, mais pas forcément obligatoire. Je vois déjà Vincent qui fait un signe de ce point de vue-là. Le rôle des collectivités locales et de la coopération à différentes échelles pour interroger les enjeux de ce détroit. Voilà quelques-uns des points que je vous propose d'aborder dans l'heure qui vient. Je vais tout de suite céder la parole à l'amiral Dussart pour qu'il nous présente un peu son travail, parce que je pense que beaucoup de personnes ne connaissent pas bien la spécificité de ce poste et l'originalité de ce poste dans l'administration française. Je pense notamment à nos collègues qui sont à l'étranger. Voilà. Et puis ensuite, professeur Herbert, puis ensuite Robin Tilliard, voilà, pour un premier tour, et puis après on engagera plus la discussion entre vous et voilà. Donc, Monsieur l'amiral, je vous cède la parole tout de suite. Merci, monsieur le professeur. Bonjour, mesdames, messieurs. Donc, je suis l'administrateur général Thierry Dussart, administrateur général des affaires maritimes, et je suis l'adjoint du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, qui a son siège à Cherbourg et qui est compétent pour l'ensemble de la façade qui va de la frontière belge jusqu'au Mont-Saint-Michel et en mer assez loin vers l'ouest. D'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité à votre colloque et vous féliciter d'organiser un symposium sur un sujet maritime. Je me propose aujourd'hui de vous parler des enjeux que présente le détroit pour la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Peut-être en commençant, je voudrais rappeler un petit peu quelle est la raison d'être du préfet maritime. C'est une vieille institution qui a plus de 200 ans. Elle a été créée sous le consulat, mais elle est en fait souvent assez mal connue à terre. Et c'est pour ça que je fais cette petite présentation pour rappeler qu'il existe en France 3 préfets maritimes, hein. Donc celui de la Manche-Mer du Nord qui a son siège à Cherbourg, celui de l'Atlantique qui a son siège à Brest et celui de la Méditerranée qui est installé à Toulon. Ces autorités sont les représentants en mer du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement. C'est une fonction civile, même si elle est exercée par un militaire. Et ces grands domaines d'attribution sont, d'une part, au plan fonctionnel, la coordination de l'ensemble des actions, la coordination de l'ensemble des administrations qui concourent à l'action de l'État en mer. Et puis, au plan thématique, il y a donc un grand champ d'intervention avec tout ce qui touche à la sécurité et à la sûreté maritime. Hein, c'est donc le préfet de l'urgence ou le préfet de la gestion de crise. Et puis, également, un rôle qui s'est beaucoup développé ces dernières années, qui touche à la gouvernance de l'espace maritime, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Alors, le préfet maritime est aussi un officier général de marine, hein, et qui exerce un commandement sur toutes les unités de la marine qui sont dans le ressort de sa façade, ce qui lui fournit un certain nombre de moyens pour exercer sa mission de préfet maritime. Je pense par exemple de manière très concrète disposer d'aéronefs pour opérer du sauvetage, avoir des patrouilleurs ou disposer de la gendarmerie maritime pour ce qui concerne la gestion de l'ordre public en mer. Pour le déminage, il dispose d'un groupement de plongeurs démineurs à Cherbourg, et pour la surveillance en mer, d'une manière générale, il dispose d'un réseau de sémaphores tout au long de la façade. Donc voilà quelques exemples qui vous montrent un petit peu la complémentarité entre ces fonctions civiles de préfet maritime et ces fonctions militaires d'officier de marine. Alors, je me propose de vous donner, pour introduire cette séquence, finalement,
un petit regard sur 4 thèmes qui composent vraiment notre quotidien ici à la préfecture maritime. Il s'agit de la circulation maritime, il s'agit du phénomène migratoire, des enjeux du Brexit et également tout ce qui touche à la gouvernance de l'espace maritime. Alors, la circulation maritime, elle est évidemment dans notre zone extrêmement dense. Alors, merci d'avoir mis la carte. On voit représenter ici les 2 voies principales de navigation qui passent par le détroit et qui viennent du Cap Finistère en Espagne et du large d'Ouessant, hein, qui sont jalonnées par des dispositifs de séparation de trafic qui sont représentés en rose ici. Donc, vous voyez non seulement celui du Pas-de-Calais, mais vous voyez également au large de Cherbourg celui des Casquets. Puis vous savez qu'il y en a un 3e plus à l'ouest qui est à l'entrée de la Manche au large de Ouessant. Le détroit du Pas-de-Calais est la première voie de circulation mondiale. Alors ce titre est parfois débattu, hein, ça représente à peu près 20% du trafic mondial. Dans le sens longitudinal, le détroit de Malacca est peut-être un peu plus fréquenté, mais l'originalité du détroit du Pas-de-Calais, c'est d'avoir bien sûr un trafic transmanche qui est extrêmement dense, qui représente 17 millions de passagers par an, hein, dont 15 pour le seul détroit, 15 millions de passagers. Donc ça, ce sont des chiffres qui datent bien sûr d'avant la période Covid et Brexit, qui ont beaucoup modifié ça, mais forcément de manière très conjoncturelle. Donc, vous voyez un trafic très substantiel qui se traduit en période estivale dans le détroit aussi par une centaine de ferries qui empruntent le détroit. Donc, vous voyez en termes de navigation, ça veut dire qu'on a 2 flux très importants qui se croisent et dans des conditions océano-météorologiques qui sont souvent difficiles, hein. Nous avons 120 jours par an où la mer, la météo est force 7 et plus, hein, donc c'est le stade à partir duquel on émet un bulletin météo spécial, donc c'est quand même des conditions très, très âpres. Et puis, c'est également, à Détroit, c'est également souvent, et c'est le cas pour le nôtre, c'est également marqué par des courants forts, donc évidemment à prendre en compte pour les marins. Et c'est pour ça que le détroit présente pour nous un enjeu de sécurité maritime particulier, puisque outre les eaux resserrées, vous avez toutes ces conditions défavorables qui se présentent et qui exigent une gestion très, très fine du trafic, et avec un certain nombre de risques qui sont bien sûr des risques d'abordage, des risques de perte de manœuvrabilité des navires, et puis, bien sûr, en cas d'abordage, le risque de pollution également, soit les cargaisons, soit les soutes des navires, ou lorsqu'il s'agit de pétroliers, leur cargaison, ou bien également les marchandises, notamment les marchandises dangereuses qui sont transportées, et il en est transporté une très grande quantité ici dans le Pas-de-Calais. Voilà, alors le préfet maritime dispose d'un certain nombre d'outils pour répondre à ces crises. Donc, je l'indiquais tout à l'heure, donc il y a un dispositif de séparation de trafic, hein, donc quelque chose qui est adopté dans des normes maritimes internationales et qui figure sur toutes les cartes marines et qui impose un sens de circulation. Ce dispositif est surveillé à la fois par le cross-grainé du côté français, mais également par un centre homologue qui est situé à Douvres, et les 2 centres sont très interopérables. Donc, ils sont chargés de faire une surveillance et de la prévention. Au plan juridique, le préfet maritime dispose aussi d'un certain nombre d'outils, notamment le pouvoir de mise en demeure d'un navire qui serait en difficulté ou qui présenterait un risque pour l'État côtier. Donc, c'est un pouvoir que nous exerçons régulièrement parce qu'il y a souvent des dangers pour la navigation.
Et puis, il dispose également d'un pouvoir d'injonction vis-à-vis des ports pour accueillir un bateau blessé, si je puis dire, c'est-à-dire un bateau qu'il présenterait un gros enjeu de sécurité de maintenir en mer compte tenu de ces difficultés, et qu'il y a lieu donc de ramener dans un port qui est déterminé donc par l'autorité maritime après en avoir conféré avec le préfet terrestre. Le préfet maritime dispose aussi de remorqueurs de haute mer, hein, c'est-à-dire que dans le cas où la mise en demeure est infructueuse, il est en capacité d'imposer le remorquage. Donc, il dispose de ces remorqueurs de haute mer qui se tiennent prêts à faire de l'assistance à navire en détresse. Voilà. Et puis, je souligne aussi que nous avons un cadre de coopération franco-britannique qui s'appelle le Manche-Plan et qui nous permet, à la fois en matière de sauvetage, d'aide aux navires en détresse et de lutte contre les pollutions marines, d'intervenir dans un cadre concerté avec les Britanniques. Voilà donc ce que je souhaitais vous donner principalement sur la circulation maritime. Après, bien sûr, j'évoque le sujet des migrants, hein, qui est une problématique beaucoup plus récente, même si les migrations vers la Grande-Bretagne n'est pas un sujet neuf. Ce sont des flux qui, classiquement, opéraient par moyens plus traditionnels, hein, les camions, les ferries, le tunnel, et qui, dans les 5 dernières années, se sont progressivement redéployés sur ce qu'on appelle des petites embarcations, qui sont d'ailleurs de plus en plus grosses, et de telle sorte que maintenant, ce flux des petites embarcations enfin, en tout cas des embarcations, est de plus en plus voilà, est nettement prédominant. Voilà, donc depuis le début de l'année 2021, nous avons eu plus de 33 000 personnes qui ont tenté de traverser la Manche. Hein, c'est pratiquement 4 fois plus qu'en 2020. Hein, donc, vous voyez, il y a un développement assez fort du phénomène. Encore une fois, dans le cadre d'un report de mode opératoire, c'est une activité de trafic d'êtres humains, hein, parce que derrière, il y a des passeurs, mais qui est très opportuniste, et donc qui, quand une possibilité est fermée, notamment parce que le niveau de surveillance ou de l'obstacle est trop important, du coup, qui a tendance à contourner parce que le barrage n'arrête pas le fleuve. Et donc, sur ces 33 000 personnes qui ont tenté le passage depuis le début de l'année, nous en avons à peu près 8 000 qu'il nous a fallu récupérer car elles étaient en détresse en mer, ou en tout cas en situation difficile, et n'étaient pas en capacité de terminer leur expédition maritime. Hein. Donc, ça introduit le fait que pour nous, c'est un sujet qui est traité uniquement dans le cadre du sauvetage en mer. Hein. Donc, alors, pourquoi c'est dangereux? Tout simplement parce que les migrants utilisent d'abord des moyens nautiques qui sont à la fois très inadaptés et souvent surchargés, ou presque toujours surchargés. Ce sont des personnes qui n'ont aucune expérience de la navigation maritime et qui se lancent donc dans la traversée d'une autoroute maritime. Et puis, les conditions sont difficiles, je l'ai dit tout à l'heure, au plan météo. Elles sont trompeuses également parce que vous voyez la côte britannique souvent depuis le Pas-de-Calais, et elle paraît très proche, mais en fait, je rappelle qu'il y a des courants importants, et donc tout ça présente des dangers ajoutés à la circulation maritime. Et puis enfin, souvent, ces personnes ne prennent même pas la précaution de prendre, ou pas toujours la précaution de prendre des brassières de sauvetage, et donc se trouvent elles-mêmes surexposées à un risque dans l'expédition qu'ils entreprennent. Voilà, donc vous l'avez bien senti, et particulièrement ces jours-ci, cela entraîne des tensions
très forte au plan politique avec le Royaume-Uni, qui a vraiment, avec l'immigration, un sujet d'opinion assez fort. Néanmoins, je voudrais tempérer un petit peu ce spectacle en disant que nous avons avec les services en Grande-Bretagne des relations de coopération, j'évoquais le Manche-Plan tout à l'heure, qui sont quotidiennes et de grande qualité. Les choses dans l'ensemble se passent très bien. J'en viens aux enjeux qui concernent le Brexit, puisque vous le voyez bien sur la carte, notre façade est concernée sur toute sa longueur par le Brexit. Elle devient donc une frontière de l'Union européenne sur toute sa longueur. Et y compris d'ailleurs dans l'Ouest, où à un certain plan, on a d'autres détroits, avec les îles anglo-normandes, même si là, ce sont des îles, donc elles sont assez faciles à contourner, et qui étaient d'ailleurs déjà, les îles anglo-normandes étaient déjà un espace extra-communautaire. Voilà. Et donc, cette nouvelle situation avec la Grande-Bretagne a entraîné beaucoup de conséquences à la fois pour le transport maritime, pour le passage portuaire, et je me propose de rester quelques instants sur le sujet de la pêche qui nous concerne très directement. La sortie, évidemment, du Royaume-Uni de l'Union européenne représente un très gros enjeu pour la pêche parce que l'Europe bleue, car c'est la deuxième politique communautaire, se trouve amputée d'une partie vraiment très substantielle avec à la fois tous les espaces et tous les acteurs britanniques, une partie substantielle de ce qu'elle était jusqu'à présent. La Grande-Bretagne, en outre, n'a pas les capacités, au moins actuellement, pour pêcher l'ensemble des ressources de ces eaux qui sont très riches et poissonneuses. Et puis, nous avons, côté européen, plusieurs flottilles qui sont vraiment très dépendantes de l'accès aux eaux britanniques. Alors, c'est le cas de la France, qui est le premier pays en termes de dépendance, mais c'est aussi le cas de nos voisins du Benelux, qui, en tout cas Hollande et Belgique, qui sont, eux, en taux de dépendance. Pour eux, c'est un taux très important. Voilà, donc l'accord de commerce et de coopération qui a été signé à Noël l'année dernière prévoit donc des accès pour les Européens jusqu'en 2016 dans les eaux britanniques, mais avec des quotas qui sont dégressifs. Et puis, donc, pour l'instant, rien n'est prévu au-delà quand j'ai dit 2016, je me suis trompé, je voulais dire 2026, et donc rien n'est prévu pour l'instant au-delà de 2026, ce qui fait que, en particulier pour les entreprises de pêche, pour les filières, c'est vraiment une diminution de la visibilité économique très importante qui a été opérée par ces accords, ou par le retrait britannique. Et d'ailleurs, notre façade est la première concernée, mais l'ensemble des équilibres de la politique commune des pêches sera certainement à un peu plus long terme remis en cause tels qu'ils existaient jusqu'à présent par le retrait britannique. Donc la problématique pour le préfet maritime, c'est surtout une problématique d'ordre public en mer, puisque c'est sa responsabilité, dans un contexte de tensions assez fortes. Alors vous le voyez au plan politique, mais vous le voyez aussi au plan localement et sur la côte, notamment aujourd'hui où nous avons sur plusieurs ports de la façade des manifestations. Donc là, aujourd'hui, ce sont des manifestations à terre, donc il n'y a pas de sujet d'ordre public en mer, mais c'est quand même une préoccupation très prégnante, que ce soit dans les rapports vis-à-vis de la Grande-Bretagne ou que ce soit aussi vis-à-vis des autres flottilles de l'Union européenne, voire même entre flottilles françaises, puisqu'il y a, pour tous ceux qui n'ont pas obtenu de licence, des effets de report de pêche qui sont
qui crée des difficultés de cohabitation entre flottilles. Alors, dans le détroit, bien sûr, nous avons une attention particulière pour, en particulier, la question de l'accès aux 6-12 000. Hein. Donc, dans les 12 000, nous sommes dans les eaux territoriales, mais il y a une partie des eaux territoriales qui est accessible de manière réciproque entre l'Union européenne d'une part et la Grande-Bretagne d'autre part. Et c'est quelque chose de particulièrement sensible actuellement, puisque des licences sont encore attendues pour la France de la part des Britanniques. Et dans le détroit, nous sommes naturellement dans un espace très étroit, et donc la possibilité d'accès aux 6-12 000, c'est-à-dire c'est très proche vraiment des ports. Voilà. Donc, c'est un enjeu qui nous amène à faire un gros travail de prévention, de suivi du secteur, dans l'esprit que je vous indiquais. Enfin, j'aborde mon dernier petit thème, qui est celui de la gouvernance de l'espace maritime, qui est un travail en fait de régulation et de planification des usages. Le préfet maritime remplit cette mission en tandem, si je puis dire, avec le préfet coordonnateur, le préfet de Normandie. Hein, donc, ils sont tous les deux préfets coordonnateurs de la façade de Manche-Mer du Nord, et pour le préfet de Normandie, pour l'ensemble de la façade, et pas seulement la Normandie. Ils doivent arrêter tous les deux un document qui est en cours d'élaboration pour la première fois actuellement, qui s'appelle le document stratégique de façade, qui, comme son nom l'indique, est donc une stratégie qui a notamment pour vocation de planifier les activités maritimes et donc concourir et organiser leur régulation à long terme dans l'espace maritime qui est le nôtre. Donc, notre rôle, c'est d'essayer de prévenir les différents conflits d'usage, hein, puisqu'on est dans un espace public, un espace partagé, un espace en 3 dimensions où les choses se superposent. Une des grandes responsabilités du préfet maritime, c'est également la protection de l'environnement. Donc là aussi, il y a des enjeux assez importants dans un contexte de densification des activités et aussi d'une certaine diversification. Hein. Donc, dans les activités maritimes, il y a un certain nombre d'activités traditionnelles, hein, notamment la navigation, la pêche, et puis vous avez un certain nombre d'activités plus récentes, les éoliennes ou les implantations en mer en sont un exemple, et qui en plus sont parfois difficiles à marier entre elles, puisque les unes sont fixes et les autres sont mobiles, et que, évidemment, ça revient à créer des obstacles artificiels. Et on voit bien la difficulté pour les navigateurs de tous les obstacles naturels qui existent avec les îles, les îlots, les hauts-fonds. Mais maintenant, on en ajoute des obstacles créés par l'homme. Voilà. Donc, bien sûr, dans le détroit, cette fonction de régulation a une importance particulière, mais c'est vrai aussi dans l'ensemble de la façade, puisque je dirais par contraste avec les deux autres façades, Atlantique et Méditerranée, on est dans une façade étroite où nous n'avons qu'une partie de ZEE et dans certains cas même qu'une partie d'eau territoriale. Hein. Vous savez que la zone économique exclusive, la ZEE, s'étend normalement jusqu'à 200 000, mais évidemment, compte tenu du vis-à-vis avec la Grande-Bretagne, notre zone est beaucoup plus restreinte dans l'espace de la Manche. Voilà, donc je voulais indiquer autour de la Manche, autour du détroit, pardon, deux choses particulières. Donc l'enjeu environnemental, c'est donc les aires marines protégées qui sont représentées sur cette carte à la fois en vert et en pois bleu, si j'ose dire, et même en hachuré orange. Donc représente 38% de la façade maritime. Hein, donc une part quand même très significative, et elles sont très bien représentées également dans la région Hauts-de-France, où nous avons en particulier un parc naturel marin, celui des estuaires Picard et de la Côte d'Opale, dont le préfet maritime est co-commissaire du gouvernement avec la préfète de la Somme. Voilà, donc il couvre, c'est donc lui qui est à pois bleu, hein, vous voyez son aire, donc, et qui nous permet d'installer dans cette zone à la fois une gouvernance de proximité
et la recherche d'une conciliation plus approfondie de l'environnement et de la durabilité des activités, des autres activités. Voilà, et puis un mot sur le projet éolien que vous voyez, alors que j'espère vous voyez, moi je ne le vois pas à cause des cartouches des intervenants, mais donc tout au nord, vous avez le projet de parc éolien de Dunkerque, hein, qui est un projet issu du 3e appel d'offres éolien et qui a été attribué en 2019 à EDF. C'est donc pour notre façade l'un des 6 projets éoliens qui ont actuellement cours et qui présentent un certain nombre de questions d'acceptabilité à l'heure actuelle. Et donc, pour ce qui concerne Dunkerque, on est dans un espace qui est très réduit entre la côte, la limite des eaux avec la Belgique et le rail de navigation maritime. On a juste un petit triangle et néanmoins, on avait un certain nombre de voix qui s'inquiètent autour de ce projet, à la fois de la part de la Belgique, mais également, on est dans une aire marine protégée, le Natura 2000, l'aire dite des bancs de Flandre, qui est assez sensible, notamment au titre de la migration des oiseaux. Et puis, bien sûr, comme partout, nous avons les problématiques de cohabitation avec la pêche. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur les sujets du préfet maritime dans le détroit du Pas-de-Calais. Maintenant, c'est des petits apports à l'extérieur qui présentent aussi comment lui interprète aussi le problème du Pas-de-Calais. Merci Christophe. Tout d'abord, je voudrais remercier un petit peu, comme chaque intervenant, l'équipe qui a réalisé ce colloque que j'attendais depuis très très longtemps, et notamment François qui m'a motivé à participer à cet événement, puisque initialement j'ai travaillé, je pense avoir été nommé à l'Université du Littoral parce que j'avais réalisé ma thèse sur le détroit de Malacca, que j'avais proposé un modèle géographique sur les détroits, et donc presque naturellement, j'ai obtenu un poste de maître de conférence à la fin du siècle dernier déjà. Et François m'a motivé donc pour participer, et je ne le regrette absolument pas parce que ça me donne vraiment envie de continuer l'aventure en espérant qu'on puisse développer des projets concrets par la suite avec les différents acteurs maritimes et aussi terriens, plutôt continentaux. Je vais y revenir dans quelques instants. Donc, personnellement, je suis donc professeur des universités à l'Université du Littoral. J'ai effectué une thèse sur le détroit de Malacca, donc soutenue en 99 à l'Université de Nantes. Et j'ai aussi le plaisir d'avoir un de mes anciens professeurs présents ici, géographe, Monsieur Guillaume, qui est là et qui a suivi mes travaux ces dernières années. Et donc, juste pour préciser que depuis quelque temps, j'ai été missionné par la présidence à l'université pour animer un groupement d'intérêt scientifique consacré au tourisme. Donc, forcément, vous comprenez que, même par rapport à notre amiral, le tourisme dans le détroit que j'ai vanté il y a 2 jours n'est pas forcément propice à cette gestion globale et tellement difficile dans ce détroit qui est par définition complexe. Je voudrais revenir sur quelques éléments parce que c'est tellement vaste, je ne voudrais pas prendre tout mon temps et l'idée étant d'échanger par la suite. Quelques mots, il y a évidemment la question de la frontière, et ce qui m'a intéressé ces derniers temps, enfin les dernières fois où j'ai travaillé un peu sur cette question de détroit, et c'est très intéressant d'avoir eu la présentation de la vision régalienne et de l'État finalement. C'est justement cette frontière souvent malheureusement administrative que l'on a, même si on essaye de faire des ponts entre les collectivités territoriales notamment et riveraines du détroit justement et l'État. Alors évidemment, la complexité juridique entre finalement les compétences du maire par exemple en gestion des pollutions maritimes, hein, malgré le fait qu'il y ait les plans Polmar, terre-mer, donc déjà ils sont séparés. On n'a pas les mêmes compétences en fonction de l'incidence et de l'ampleur de la marée, de la pollution, de l'ampleur spatiale notamment.
c'est cette idée aussi dans un détroit que l'on revoit. Alors là, on avait la vision Manche, mais Robin parlera davantage peut-être de l'autre échelle. Moi, je vais me concentrer vraiment sur le détroit du Pas-de-Calais que je considère comme un véritable espace et non pas seulement comme un espace de flux. Juste pour rappel, dans ma thèse, les travaux que je trouvais dans les années 90 et bien avant étaient essentiellement consacrés pour la plupart à la géostratégie des océans à une petite échelle, et puis effectivement à des problèmes liés à l'environnement, à la pollution, et aussi à des questions de biologie marine par rapport finalement au transit des espèces migratrices liées à la faune sous-marine. Et de mon côté, je me disais, mais finalement, est-ce qu'on s'occupe un petit peu justement mais ça a été un petit peu abordé, et ça a été abordé aussi par l'amiral, la question de la pêche par exemple, des activités côtières comme l'aquaculture par exemple. Alors par exemple dans le détroit de Malacca, ce que je voyais, peut-être, enfin on a aussi cette question de surexploitation des stocks, et on en revient avec la question du Brexit et finalement des quotas de pêche par rapport aux zones de pêche. Donc forcément, ça amène des questions sur les conflits d'usage et de revendication des pêcheurs, notamment lorsque les quotas sont annoncés à Bruxelles. La question finalement aussi des aquaculteurs. Parfois, peut-être au moins ici, on a des activités polyvalentes. On est à la fois pêcheur, agriculteur, aquaculteur, ce qui amène aussi la question de l'espace rétro-littoral. Donc ce lien entre la mer et la terre implique nécessairement alors soit des frontières, soit des ruptures, soit des coupures, ou alors une couture entre cet espace maritime et terrestre. Et je le regrette. Alors, on a de nouveau un ministre de la mer, mais on en a eu combien dans notre histoire française? Très peu. Moi, j'opte toujours pour un ministre de la côte, en fin de compte. C'est-à-dire, dans le prolongement, si vous voulez, on a beaucoup travaillé sur ce concept de gestion intégrée des zones côtières. Et j'ai l'impression, alors je parle dans le cadre d'un colloque qui a été essentiellement organisé aussi par des juristes à l'initiative du laboratoire. La question, c'est, on parle maintenant de planification spatiale maritime, comme si la gestion intégrée des zones côtières était réglée. Ça, c'est une chose. Et j'ai quand même l'impression, au cours de mes lectures, notamment des travaux je pense à Olivier Lozachmer, qui est juriste, qui a travaillé beaucoup sur la loi littorale, par exemple, qui s'interroge sur cette planification spatiale maritime dans le sens, est-ce qu'on a intégré ou non cette gestion intégrée des zones côtières? Alors parfois, on a l'impression que la côte est dans la mer, parfois on a l'impression que la mer, finalement, c'est autre chose. Et quand on parle des détroits, l'affaire devient beaucoup plus complexe en fin de compte. D'où finalement mon approche très systémique et globale, et je pense qu'on ne peut pas réagir autrement. Alors, de mon point de vue universitaire, c'est très facile, puisqu'un universitaire est là pour poser des questions, et à charge finalement aux autorités et aux professionnels de répondre à ces questions, aux ingénieurs. Mais voilà, c'est mon premier point, si vous voulez, sur cette notion qu'on a débattue, qui a été exposée pendant ces 3 jours sur la question de frontières, qui est au cœur de la problématique. Mais inversement, c'est la dimension justement de couture qui est intéressante, avec effectivement des difficultés de gestion et de gouvernance, notamment pour les autorités maritimes. Le trafic transverse, le trafic longitudinal, les nouvelles activités, la diversification de ces activités. Et quand vous avez présenté, Amiral, à la fin justement le projet d'éolienne à Dunkerque, là, et encore on n'a pas pu zoomer, ça m'a fait penser au projet Gaufre, que vous connaissez probablement en Belgique, c'est-à-dire que c'est un projet prospectif qui a été réalisé par la Belgique, alors je ne sais plus à quel niveau, qui présente une carte absolument effroyable de l'espace maritime belge, qui est assez réduit finalement par rapport à notre espace et même par rapport au détroit. Mais allez voir le projet Gaufre réalisé par les Belges, c'est assez incroyable, avec différents scénarios qui sont plus ou moins optimiste, voire négatif, mais la carte de synthèse qui regroupe toutes les activités et sous-marines aussi, enfin tout ce qui est aussi câble et sous-marin, est assez effroyable. Et là, je me dis, finalement, je suis très bien dans mon fauteuil d'universitaire, puisque je n'ai pas à trouver de solution politique ou technique pour résoudre ces questions. La seule chose que nous pouvons apporter, ce sont effectivement peut-être des idées. Alors j'en ai sorti quelques-unes farfelues l'autre jour, toujours dans l'idée de positiver, parce que on l'a malheureusement, cette question évidemment qui est assez terrible actuellement concernant la question des migrations, qui n'est pas nouvelle malheureusement. Pas l'immigration actuellement.
Pardon? Migration pour le détroit de Pas-de-Calais. J'ai pas suivi. Pardon. Monsieur NDD. Excusez-moi, Oui, alors à moins qu'il vous... c'est une intervention involontaire. En fait, j'expliquais à mes étudiants qu'il y a un grand colloque sur le détroit qui se passe. Et je suis en cours, en direct en cours. Et j'étais en train de vendre le colloque sur le détroit à mes étudiants. Veuillez m'excuser, j'avais oublié d'éteindre mon micro. Bons travaux à vous. Et je voulais qu'ils profitent, qu'ils partagent un peu cette belle expérience de ce grand colloque. D'accord, merci. Bons travaux à vous. Je suis à l'école de la marine marchande, l'INSM, avec nos étudiants de shipping. Très bien. Bon courage à vous aussi. Oui, donc moi l'idée c'était par exemple de proposer pour mettre en valeur le détroit d'un point de vue touristique, mais aussi dans une dimension écotouristique de mise en valeur, mais qui bénéficierait là encore aux collectivités territoriales par une mise en lumière, parce que malheureusement on sait très bien que la réputation de Calais est au plus bas aujourd'hui. Et ça serait, je le rappelle, l'idée par exemple de faire des traversées sur la base des ports de plaisance qui permettent de mettre en valeur finalement le paysage culturel, bâti, paysager des deux côtes en fin de compte. Et juste pour finir, parce que j'espère qu'on aura l'occasion, parce que là il faut que tu m'arrêtes Christophe, je peux partir sur d'autres idées. Juste une autre juste avant de finir. Je pensais au projet, vous avez signalé justement la question de la sécurité maritime par rapport aux pollutions maritimes. Il y a aussi le projet MIRG, qui est plus qu'un projet d'ailleurs, parce qu'il est actif, c'est-à-dire là aussi qui implique les collectivités territoriales, mais amiral, vous me reprenez si je ne me trompe, collectivités territoriales avec pour la France 60 pompiers et sapeurs-pompiers du SDIS du Pas-de-Calais, mais sous l'autorité de la préfecture maritime de Cherbourg, en collaboration avec les Néerlandais, les Belges, et l'idée étant notamment, ils font des exercices à Marques, par exemple, hein, il y a un bateau-feu, un bateau qui est prévu pour des exercices, et l'idée est d'avoir une coopération internationale pour intervenir en mer lorsqu'un bateau, notamment, est en feu, et non pas attendre qu'il arrive à terre. Donc ça, c'est une question de compétence encore. Je trouve que ça a été une démarche, je crois qu'elle est toujours opérationnelle, hein, mais intéressante dans le sens où il y a vraiment là pour le coup cette couture entre les collectivités territoriales, donc là, à l'échelle du département, et l'État. Et je ne sais plus sur quoi je voulais finir, ça me reviendra tout à l'heure, mais je laisse la parole à Robin peut-être, parce que j'ai déjà pas mal parlé, je pense. Merci. Et je reste à disposition, bien entendu, pour des questions éventuelles. Merci beaucoup Vincent du coup pour ton introduction et puis Monsieur le Préfet pour ces éclaircissements sur le sujet. Je tiens aussi moi-même à remercier les organisateurs de ce colloque auquel j'ai été très bien accueilli avec y compris l'équipe technique qui a fait un excellent travail. Et donc je suis chercheur à l'université de Rouen, de Rouen-Normandie maintenant, et je suis en doctorat pour faire une thèse justement sur le Brexit, afin d'étudier comment les partenaires territoriaux du Royaume-Uni vont s'adapter à cette transition qu'impose finalement le Brexit. Et je trouve qu'il y a un point qui est assez intéressant que vous avez mentionné. Vous avez parlé beaucoup de prospective et de planification stratégique. Sauf que j'aurais éventuellement deux remarques à ce sujet. C'est qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on étudie beaucoup. J'ai réalisé plusieurs entretiens sur l'ensemble de la façade Manche. Et ce que je perçois grandement, c'est que le Brexit, avant tout, est un vecteur d'incertitude. Les gens ont beaucoup de mal à se projeter finalement dans une relation de long terme avec le Royaume-Uni, ne sachant pas trop à quoi s'attendre de la part de notre voisin britannique. Et comme vous l'avez mentionné, le cumul avec la crise Covid fait que la plupart des acteurs, qu'ils soient portuaires, gestionnaires, dans des secteurs concernés par le tourisme, par le Brexit, comme le tourisme ou l'automobile, ne sont plus vraiment à même d'adapter des stratégies de planification sur le long terme, là où justement l'État, en tant qu'accompagnant, a peut-être un rôle à jouer, en particulier dans sa déconcentration. Et ma seconde question porterait plutôt effectivement sur la question de la gouvernance que vous avez évoquée aussi. On assiste depuis plusieurs années, on peut penser à la réforme NOTRe, je pense aux juristes ici présents, mais aussi à la décentralisation, cette fois-ci, des ports comme compétence régionale, pour la plupart, à l'exception évidemment de Dunkerque et du Havre. Ce qui fait que cette multiplication des agents déconcentrés et décentralisés de l'État, avec son lot de privatisation et de fragmentation, a changé sur le long terme le rôle de l'État stratège,
Et dans quelle mesure peut-on encadrer autant d'acteurs comme les collectivités territoriales, les ports, les gestionnaires, les entrepreneurs, les touristes, les flux de migrants, dans un espace aussi vaste et large? Quelle possibilité y a-t-il de faire interagir ces acteurs entre eux dans le but de planifier sur le long terme une stratégie évolutive et surtout capable de s'adapter aux rebondissements de la chronologie du Brexit? En tant que chercheur, comme tu l'as précisé, je n'ai pas de réponse. C'est des questions que je lance comme ça. Mais je pense que ça peut être des points d'échange qui me paraissent plutôt intéressants et adaptés à l'échelle d'un détroit. Finalement, espace à la fois de franchissement, longitudinal et transversal, mais aussi future barrière dans le cadre d'une réactivation de la frontière du fait du Brexit. Je me permets juste d'intervenir parce que je me suis rappelé un élément positif d'un point de vue culturel. Le paradoxe est que à proximité de Boulogne-sur-Mer, vous avez à Ardelot le château d'Ardelot qui matérialise l'entente cordiale entre l'Angleterre et la France et qui fonctionne très bien sur des programmations qui montrent qu'il est possible, bien entendu, d'échanger. Donc là, c'est l'ouverture, le soleil, si je puis dire, concernant l'ouverture et la couture qu'on espère tous dans un cadre peut-être plus géopolitique et économique. Et je me permets aussi d'apporter une autre question finalement, qui est au niveau de l'ouest de la Tête de Chat. Est-ce qu'on n'est pas, avec les îles anglo-normandes, en passe de création d'une nouvelle forme de détroit, avec finalement un espace restreint en termes de circulation maritime du fait de la réactivation de la zone économique exclusive britannique? Oui, amiral, oui, c'est bon, c'est revenu. Il y avait une réponse attendue de votre part au questionnement précédent. Oui, bien volontiers. Du moins, je ne sais pas si je pourrais répondre, mais je peux commenter en tout cas. Je ne vous entendais plus là pendant quelques instants. Bon, sur l'affaire des coupures et des coutures, je crois que donc, tout ce qui touche à la gestion intégrée des zones côtières, c'est quelque chose qui est dans le projet des documents stratégiques de façade que j'ai évoqué tout à l'heure, qui sont des documents, vous savez peut-être, qui procèdent de plusieurs documents supérieurs, notamment la stratégie nationale de la mer et du littoral. D'ailleurs, son titre lui-même indique assez bien le continuum terre-mer qui est voulu, donc de la mer et du littoral. Donc ça, c'est un bébé, si j'ose dire, du Grenelle de l'environnement, hein, donc qui s'était tenu en 2009 et qui voulait justement donner un deuxième souffle à la gestion intégrée des zones côtières, mais également aller jusqu'à la zone hauturière, hein, de manière à avoir vraiment une approche grand angle. Alors, d'autres, et ce document stratégique de façade applique, outre le document national qui est la stratégie nationale de la mer et du littoral, met en œuvre également deux directives européennes qui sont une directive à vocation environnementale qui est la directive cadre stratégie du milieu marin et également une directive à vocation plus de planification économique des activités, qui est la directive sur la planification spatiale européenne. Hein. Donc, j'imagine que ce que vous évoquiez au sujet de la carte des usages des Britanniques, des Belges tout à l'heure, est finalement la transposition par la Belgique de ce travail de la directive cadre
planification spatiale maritime. Donc nous, en France, nous n'avons pas choisi la solution de facilité, nous avons décidé d'avoir un seul document qui mette en œuvre les deux directives, bien qu'elles aient été pensées dans un esprit assez étranger l'un à l'autre, en complémentarité bien sûr, mais voilà. Donc nous avons voulu refaire un ciment, si je puis dire, à partir de ces deux directives et dans l'esprit de la stratégie nationale. Alors, comme je l'indiquais tout à l'heure, ce document est produit par deux autorités préfectorales, hein, et pour leur compte, par en particulier la direction interrégionale de la mer, qui est la cheville ouvrière de la préparation de ce document. Et donc, c'est un document de l'État. Hein. Donc, par rapport à la question que vous posiez des collectivités territoriales, elles sont associées aux réflexions, à la concertation. Hein. Donc, dans l'esprit du Grenelle de la mer, on est vraiment dans une optique de gouvernance à 5, comme on a l'habitude de dire, c'est-à-dire qui associe toutes les parties prenantes, dont les élus et les collectivités, mais par contre, ce n'est pas leur stratégie. Donc, lorsque vous avez une alternance dans un conseil régional, un conseil départemental, une communauté d'agglomération, voilà, ça ne change rien pour la stratégie de l'État. Alors, c'est vrai qu'on aura toujours ce problème de couture, hein, c'est-à-dire que d'un côté, on a la mer qui est par définition un espace public et où l'État détient la totalité des prérogatives, si j'exclus du moins la question de l'organisation de la baignade dans la zone des 300 mètres, et encore, ça n'est pas une compétence exclusive du maire, notamment sous l'angle sauvetage. Hein. Et donc d'un côté, on a une présence régalienne quand même vraiment très forte, et d'un autre côté, nous avons évidemment à terre un régime qui est dominé par la propriété privée, même si tout n'est pas privé, et du coup, la manière d'intervenir est complètement différente. Hein, alors que dans la mer, nous sommes dans un espace public, et les possibilités de privatisation, de concession, même dans l'espace portuaire, par exemple, sont extrêmement réduites. Voilà, donc j'espère avoir éclairé un petit peu la question de la gouvernance. Alors j'ajoute en plus que nous sommes à au premier exercice de document stratégique de façade. Hein. Donc bien évidemment, enfin, non seulement nous sommes au premier exercice, mais cet exercice fait suite, je dirais, à rien. C'est-à-dire qu'à part quelques endroits en France où il existait des schémas de mise en valeur de la mer, mais je crois qu'ils se comptent sur les doigts d'une seule main, voilà, c'est dire si c'était peu courant. Voilà, donc on est dans un phénomène de première génération. Si vous regardez ce qu'on fait, par exemple, en termes de politique de l'eau avec les SDAGE, où on doit être depuis la loi sur l'eau de 1964 sur la 8e ou 9e génération de SDAGE. Hein, vous voyez, il y a quand même un travail qui a été fait, qui est très itératif et qui finit par être très visible, en plus pour ce qui concerne l'eau, avec des moyens très importants. Voilà, donc ça montre aussi qu'il faut beaucoup d'humilité dans ces démarches, parce que cette première copie, c'est un essai d'organisation de l'espace et des activités maritimes et des enjeux maritimes, mais évidemment, il faudra, pour pouvoir réguler tout ça, que nous ayons plus de recul, plus d'expérience, plus d'habitude de travailler en commun, et malgré ça, ça donne des documents de planification qui sont quand même assez complexes, il faut bien reconnaître. Donc il y a un enjeu aussi, une certaine simplification pour que les parties prenantes puissent bien se l'approprier et que ce soit vraiment un outil politique partagé. Voilà donc ce que je pouvais indiquer sur la partie gouvernance. Donc, je confirme également, effectivement qu'il existe aussi sur l'interface terre-mer
sur la partie, ce que nous appelons ORSEC, hein, c'est-à-dire organisation de la réponse de sécurité. On est dans une logique de sécurité civile. Hein. Nous avons effectivement un certain nombre d'initiatives pour assurer la jonction entre terrestre et maritime. Alors, tout à l'heure, je vous ai par exemple cité le pouvoir d'injonction du préfet maritime de manière à pouvoir accueillir dans un port un navire en mauvais état, ou en tout cas un navire en avarie qui en a besoin. Mais vous avez cité tout à fait à juste titre, alors je ne connaissais pas spécifiquement le projet MIRG, mais en tout cas, il existe un décret sur ce qu'on appelle la CAPINAV, c'est-à-dire effectivement la possibilité d'une coopération à la fois de la filière marins-pompiers de la Marine nationale. Hein. Vous savez notamment que ce sont les marins-pompiers qui assurent toute la sécurité de la ville de Marseille depuis un très grand incendie qu'il y avait eu dans l'entre-deux-guerres, mais évidemment de toutes les infrastructures de la Marine nationale, et puis les SDIS dans chacun des départements, dont certains, dans le cadre de la CAPINAV, acquièrent une spécialisation, une formation, une capacité d'intervention qui est très précieuse quand on a un sinistre dans un port ou même en mer, avec la possibilité de les projeter sous l'autorité avec les moyens du préfet maritime. Voilà, et puis vous m'avez tendu la perche un petit peu sur les anglo-normandes pour évoquer la situation. Alors, je redis bien que les anglo-normandes, bien avant le Brexit, étaient depuis toujours, donc, étaient des espaces extra-communautaires, hein, donc n'étaient pas considérés ni par l'Europe du temps où la Grande-Bretagne y était, ni par le Brexit du fait qu'il n'y était pas. Et pourtant, de manière un petit peu curieuse, ils ont été introduits dans l'accord de commerce et de coopération, et donc c'est ce qui donne un certain nombre de difficultés avec Jersey, avec lequel on avait des accords dits de la baie de Granville, qui permettaient de réguler le partage de l'espace entre les Jersiais et les Français, que ce soit côté normand ou côté breton, et qui, du jour au lendemain, ont été remises en cause à la veille de Noël l'année dernière par le traité, de manière qui a un peu surpris tous les acteurs, hein, finalement. Voilà, donc on essaie de reconstituer quelque chose, mais là aussi, vous avez vu une position très dure de la part de Jersey, et donc un grand nombre de licences qui manquent encore à l'appel par rapport aux demandes françaises. Voilà, j'espère avoir à peu près éclairé les sujets que vous évoquiez. Merci beaucoup. Il nous reste encore quelques minutes, donc je voudrais qu'on aborde la question environnementale qu'on a assez peu évoquée, et notamment la question environnementale par rapport aux nouvelles activités qui se développent. Alors, on pense tous aux éoliens, on pense tous éventuellement à une production d'électricité sous-marine, des choses comme ça, mais il y a aussi, Vincent, tu pourras aussi en parler, dans ces nouvelles activités qui sont en plein redéploiement, il y a aussi toutes ces activités récréatives, de tourisme, qui se redéveloppent et qui aussi entraînent des conflits, des concurrences territoriales, à la fois sur le partage de l'espace, mais aussi sur la relation à la protection de l'environnement et comment on la gère. Peut-être si tu veux en dire quelques mots. Oui, alors là, de prime abord, je cherche des exemples purement maritimes, alors qu'on est souvent plutôt sur des exemples côtiers qui ne sont pas propres qu'au détroit, les nouvelles pratiques qui ont été mentionnées tout à l'heure. Et c'est vrai qu'elles se développent, elles se diversifient, elles vont de plus en plus. Alors pour le coup, elles dépassent largement les 300 mètres en mer, elles sont motorisées. Il y a déjà les jet skis, il y a le paddle, il y a le paddle encore assez slow donc en termes d'environnement, mais c'est vrai que ce que je proposais l'autre jour, je parlais des taxis volants, les taxi boats, mais
pourquoi pas ne pas développer ces traversées, puisque le Pas-de-Calais, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on le sait tous, ça a quand même été un lieu d'expérimentation, d'innovation assez extraordinaire, avec la traversée de Blériot, avec le tunnel sous la Manche, et j'en oublie d'autres. Hein. Mais l'idée étant, et c'est un petit peu dans l'idée du projet Géoparc, alors comme le disait le professeur Guillaume, on est tout le temps finalement surtout sur des territoires de projets, davantage que sur des projets d'innovation, malheureusement peut-être, et pas toujours très concrets. Mais dans mon idée, c'était justement pour redorer le blason du Détroit, qui, comme on l'a déjà dit, est souvent présenté comme le grand couloir de circulation maritime, faire ces escales, comme je l'ai présenté, c'est-à-dire faire des traversées en bateau à voile, par exemple, et propice au développement, et j'en reviens à mes terres riveraines, en fin de compte, à l'idée d'aller de profiter de ces escales pour découvrir l'autre, en fin de compte. Je suis un peu dans cette idée-là, toujours dans cette, un peu dans l'idée de l'entente cordiale. Mais en termes environnemental pur, il est vrai qu'avec toutes les activités qu'on a dans le Détroit, j'avoue que là, de prime abord, j'ai pas forcément de réponse précise, hormis avoir. Alors, les éoliennes, on le sait très bien, c'est très polémique. Hein. J'ai aussi un petit peu travaillé sur la question des éoliennes. Bon, on sait très bien que le projet au large du Touquet a été refusé, alors que je me rappelle que notre collègue Bernard Drobenko, qui était dans la maison il y a quelques années, avait réalisé un magnifique colloque sur les énergies marines renouvelables. Et pour le coup, il y avait eu consensus avec les pêcheurs, semble-t-il. Moi, malheureusement, je n'étais pas sur ces jours-là. Et puis l'ensemble justement des représentants de la préfecture maritime et autres acteurs des ports, etc. Il s'avère que ça ne s'est pas fait, et je voudrais simplement dire en tant que géographe, attention à la notion de la représentation et de la perception des choses. Je voudrais simplement rappeler, je n'ai pas d'a priori, hein, qu'on soit pour ou contre, je ne suis pas dans le domaine, mais quand on me parle de paysage, ce que je trouve regrettable, que ce soit un argument qu'on utilise à tort et à travers. Et si l'on prend Thalès, hein, une éolienne en mer à 15 km en mer va être perçue de 1 cm à terre, hein, par l'œil nu. Par temps clair, nous sommes dans le Pas-de-Calais, voilà ce que je voudrais dire. C'est tout. Pour moi, qu'on me parle d'énergie, d'économie, etc., ce n'est pas mon domaine. Mais attention au problème de représentation, tout comme on le voit sur la carte. Et moi-même, je dessine la carte par rapport aux données que je peux avoir. On a forcément aussi l'image, on connaît notre territoire, Robin connaît bien la Normandie, je connais bien le secteur ici pour être usager et habitant. Malheureusement, on connaît moins ce qui se passe en face souvent, malgré nos discours Voilà, donc ça c'est la question est de savoir ce qu'on veut aussi. Donc je vais pas faire un cours sur l'élévation du niveau marin, du réchauffement climatique, mais là pour le coup on touche d'autres problèmes qui sont liés à des questions globales de société tout simplement. Voilà. Donc la question de l'environnement, c'est que le trafic maritime il est nécessaire dans le Détroit. Après trouver peut-être des solutions techniques dans le cadre effectivement de l'ingénierie maritime. Je sais que nous avons un expert dans la salle, François-Xavier Nettersheim, qui pourrait peut-être en parler davantage, mais on fera un autre colloque pour l'occasion, peut-être. Est-ce que, Robin, tu as des suggestions sur les échelles d'intervention, peut-être Sur la question environnementale, pour le coup, je ne suis pas géomorphologue comme beaucoup de mes collègues normands ou ici. En revanche, là où je peux rebondir, c'est sur les changements qui ont amené à connaître l'espace du Détroit, étant donné que nous avons quand même le canal Seine-Nord-Europe, qui est une thématique qui s'est de plus en plus pressante et qui repose une question, enfin une nouvelle recomposition du système de flux. On a déjà eu le Brexit. Les normes, on pourrait parler aussi éventuellement des normes EES et ETIAS qui vont imposer la création d'un passeport biométrique pour tout entrant d'un pays tiers. Et le fait de le créer sur le sol européen pose des questions logistiques auxquelles les ports, pour l'instant, sont en recherche de réponses. Nous avons aussi, sur l'aspect environnemental, la question de la montée des eaux due à la dilatation en mer, qui va poser des questions autant au niveau côtier que dans l'intérieur des fleuves, avec la question des sites Céveso, par exemple, qui pourraient être concernés par un reflux dû à cette élévation. Et finalement, on voit bien que l'espace du Détroit et sa périphérie est amené à évoluer dans le temps. Et il va falloir voir dans quelle mesure, en tant que chercheur ou en tant qu'agent de l'État, quel est notre travail dans l'anticipation, la planification et finalement l'encadrement de ces évolutions.
Peut-être quelques mots aussi sur les échelles de gouvernance. Si je sais que c'est une question qui t'intéresse, si tu veux en dire quelques mots. Sur les échelles de gouvernance, j'ai déjà beaucoup abordé dans mes premières questions, justement en soulignant le fait qu'on a été vraiment avec une multitude d'acteurs, des ports, des grands ports maritimes d'État, des ports régionaux. On a des questions qui finalement sont très européennes, des questions qui sont très étatiques. Les États entre eux, d'ailleurs, sont dans une logique à la fois de coopération pour anticiper les risques du Brexit, mais aussi de compétition pour polariser les flux, notamment irlandais, dû à la fin du Land Bridge causé par le fait de devoir faire des contrôles en entrée et sortie du territoire britannique. Et c'est encore une forme de recomposition qui doit pousser la question de est-ce qu'on doit mettre toutes ces collectivités territoriales dans des logiques de concurrence afin d'optimiser les flux ou dans des logiques de coopération pour les planifier ou éventuellement un équilibre entre les deux qui serait à rechercher. J'ai l'amiral Dussart, de votre côté, comment vous voyez comment les pouvoirs publics gèrent cette nouvelle donne du Brexit, par exemple sur les relations avec l'Irlande et le trafic entre l'Irlande et la Manche? Alors, c'est vrai que vous m'entendez bien? Parfaitement. Oui, très bien. C'est vrai que donc le transport maritime a quand même considérablement évolué dans sa physionomie dans la période après Brexit. Alors évidemment, on est à un stade où on a du mal à distinguer, notamment sur le trafic passager, les effets du Brexit et les effets du Covid, hein. Mais au moins sur tout ce qui est transport de marchandises, on a assisté à des créations de lignes au départ de Dunkerque, au départ du Havre, et même on a 3 lignes ici à Cherbourg qui n'existaient pas avant le Brexit et qui ont pour vocation effectivement d'éviter cette question du land bridge, et donc maintenant des contrôles douaniers qui sont nécessaires à l'entrée et à la sortie du Royaume-Uni, voilà, qui alourdissent considérablement la procédure. Voilà, donc j'observe que, en tout cas pour les ports concernés, c'est un effet positif très clairement du Brexit, donc il y en a. Et j'ajoute que dans une attitude d'économie de carbone, faire passer des dizaines ou des centaines de camions par la voie maritime au lieu de les faire rouler sur le bitume, c'est évidemment quelque chose de très vertueux, même si ça suppose, alors je ne suis pas du tout un spécialiste, mais ça suppose bien sûr au plan terrestre une logistique complètement différente, on est beaucoup moins en flux tendu et ça suppose de refaire sans doute un certain nombre de stocks pour s'adapter au fait que le transit des marchandises est un petit peu allongé. Donc voilà pour ce sujet. Puisque vous avez parlé de la pollution, je signale aussi une particularité du Détroit que j'aurais peut-être dû présenter dès mon introduction, c'est le fait que nous avons maintenant des normes qui sont rigoureuses sur les émissions des navires de commerce, hein. Donc en particulier les émissions sulfurées et également les émissions en termes d'azote. Voilà. Et donc, pour la première fois, nous appliquons donc ces normes renforcées, hein, dont le critère, l'exigence a été multipliée par 5 dans la période récente. C'était donc fin 99, si ma mémoire est bonne. Et donc, nous faisons également des contrôles, hein. Donc, vous avez peut-être entendu parler de ce drone qui est armé par l'Agence européenne de sécurité maritime, c'est un drone renifleur qui donc survole les navires qui empruntent le détroit du Pas-de-Calais et font des mesures sur leurs émissions pour s'assurer qu'elles sont bien conformes à la réglementation. Et derrière, nous pouvons faire contrôler les navires lorsqu'ils touchent les ports européens et éventuellement faire adopter des sanctions.
Voilà, donc pour les populations riveraines, hein, donc là c'est un enjeu de santé publique, hein, c'est pas encore un sujet carbone, ça je pense qu'on y viendra tôt ou tard, mais c'est un enjeu voilà, c'est un enjeu de fumée toxique pour quand même des régions de l'Europe qui sont très fortement peuplées, et donc même si la mer paraît grande, l'énorme fréquentation, à peu près 400 bateaux par jour, hein, donc dans le détroit, fait que c'est normal d'avoir je dirais une norme donc maintenant abaissée pour tenir compte de cette configuration. Voilà ce que je peux indiquer à ce stade. Merci un petit mot beaucoup. peut-être si vous voulez sur l'éolien aussi, pour dire, bon, vous avez souligné les difficultés d'acceptabilité, c'est pas moi qui vais dire le contraire, puisque je les avais indiquées dès ma prise de parole, puisque j'ai une vision plus large avec les 6 projets éoliens de la façade. Ce que je peux peut-être également préciser, c'est que le retard de la France, hein, qui actuellement n'a encore aucun parc éolien en mer opérationnel, est un peu préjudiciable également à cette acceptabilité, parce que finalement, il y a beaucoup de peur autour des parcs éoliens, et le fait de ne pas avoir d'appartements témoins nous empêche de pouvoir éventuellement rassurer, avoir un retour d'expérience. Alors bien sûr, chaque situation est différente selon le lieu d'implantation des parcs, selon les activités, selon les contraintes à l'environnement local, mais il y a quand même un certain nombre de choses. Voilà. Donc bientôt, le parc de Saint-Nazaire va être mis en service en 2022, donc ça va nous permettre d'avoir quand même une référence. Et voilà, je pense qu'il y a peut-être d'ailleurs des nouveaux sujets qui apparaîtront qu'on n'avait pas soupçonnés, mais on pourra les prendre en compte de manière beaucoup plus opérationnelle. Et puis, j'espère qu'il y a un certain nombre de choses qui, pour l'instant, dans l'inconnu, font peur, et qui, finalement, pourront trouver une solution plus facilement que ne l'avaient envisagé ceux qui s'en étaient inquiétés. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur l'amiral Dussart. Merci beaucoup également à Vincent Herbert, et je crois que je n'arriverai jamais à me souvenir de ton nom, Robin. Robin Tillard. Je suis désolé, c'est le prénom ça va, mais j'arrive pas à me souvenir du nom, voilà, et c'est la fin du colloque, donc ça va être. Penser à Tilleul. Faut revenir là. Donc merci beaucoup à tous les trois. On est obligé de clore cette session pour respecter les délais et puis les enregistrements. Je vais tout de suite céder la parole au professeur Catherine Roche qui va faire la conclusion de ce symposium. Je voulais féliciter encore une fois les 3 intervenants, les remercier chaleureusement pour leur intervention, pour cet échange. Merci beaucoup. Merci. Amiral, chers collègues, mesdames et messieurs, chers étudiants d'ici et d'ailleurs, pour conclure ce magnifique colloque sur les détroits, je tiens avant tout à remercier tous nos intervenants qui, à distance ou ici même, ont enrichi des débats passionnants et qui ont porté, d'ailleurs, dans une grande interdisciplinarité sur des questions aussi diverses que des questions environnementales, de géopolitique, de coopération, de transport, de commerce, d'histoire et de gouvernance des détroits. Pour information, ce colloque sera également accessible en différé sur YouTube. Je remercie également les membres du comité scientifique, les membres du comité d'organisation officiel et officieux, ainsi que François Guizou, post-doctorant au projet Détroit, sans qui ce colloque aurait eu beaucoup plus de mal à être mis en place. Je dois aussi citer le ministère de la Mer qui nous a accordé son parrainage, le campus de la mer de l'ULCO, l'Institut supérieur des sciences de la mer et du littoral de l'ULCO, les laboratoires TVES, Territoire, Ville, Environnement et Société, large, laboratoire de recherche juridique,
de l'Université du Littoral et le laboratoire CDMO de l'Université de Nantes, qui nous ont également beaucoup aidés. Ce colloque n'est que le point de départ d'un projet beaucoup plus large, qui est la création d'un observatoire des détroits, qui nous permettra de développer et de pérenniser des collaborations scientifiques, mais également avec des praticiens, sur la question des détroits, qui est une question, on le sait, qui restera toujours d'actualité. J'espère donc vous donner rendez-vous pour un nouveau colloque en 2023 et je vous remercie. Merci, bonne soirée à chacun. Merci beaucoup, Amiral. Merci à tout le monde. Et très bonne journée et merci pour votre présentation. Au revoir. Merci. Merci à Virginie, qui peut couper la présentation et qui a été d'une efficacité redoutable.